Chers téléspectateurs de Africa TV, nous nous interrogeons ce matin avec le professeur Chanda sur des affaires internationales. Il est question pour nous de nous interroger sur la compétence internationale des tribunaux. Bonjour, professeur Chanda. Bonjour. Professeur Chanda, entre les affaires Obiang-Guema, Riyad Salamé, le Libanais et d'autres affaires qu'on citera certainement au cours de l'émission, on a envie de s'interroger sur la compétence internationale des tribunaux. Mais avant, en préparant l'émission, nous nous sommes rendus compte que quelquefois, on fait la confusion entre la Cour pénale internationale et la Cour internationale de justice. Parlons de la Cour internationale de justice. Qu'est-ce qu'elle est? D'accord, très bien. La Cour internationale de justice est un des 6 organes de l'Organisation des Nations Unies, créée à San Francisco en 1945, résultat des négociations entre les puissances victorieuses de la Deuxième Guerre mondiale, 39-45, et porteuse, en réalité, de l'esprit, de la philosophie et de la pensée de la coexistence pacifique entre les nations. La Cour est donc un des organes, un des 6 organes. Mais dans le contexte de la création des Nations Unies, et on verra très bien pourquoi nous vivons la situation internationale que nous connaissons aujourd'hui, il n'y a pas eu véritablement d'accord complet entre les puissances victorieuses de la Deuxième Guerre mondiale. Même la Charte des Nations Unies est en réalité un accord à minima. En réalité, on s'entend à l'époque pour régler les problèmes d'instance, dont la finalité est de redonner à la coopération internationale, aux relations internationales, à l'armature diplomatique mondiale, un cadre de travail permettant de stabiliser la guerre des intérêts, les conflits de compétences. L'idée même, le principe même d'une Cour internationale de justice était déjà et demeure dans l'esprit de la confrontation des intérêts entre les nations une curiosité. Nous acceptons, nous convenons, nous nous mettons d'accord d'instituer une instance judiciaire internationale qui réglera un certain nombre de disputes. Il faut dire que dans l'ancienne organisation internationale, dont l'Organisation des Nations Unies, ONU, est l'héritière, la SDN, la Société des Nations, il y avait déjà une cour similaire, mais moins perfectionnée que celle qu'on mettait en place. Au regard de la suspicion entre les nations et de la volonté de ne pas vexer les grandes puissances entre elles, on a convenu que la Cour
aurait des compétences acceptées, volontairement acceptées, expressément déclarées par chaque État. Membres de l'Organisation des Nations Unies ne voulait pas dire forcément accepter la compétence de la Cour. En conséquence de quoi, on s'est entendu au moins sur une chose. La fonction consultative de la Cour, qui serait l'interprète, qui formulerait les canons de la sanction lorsque l'on va se trouver devant une difficulté juridique, était acquise. En somme, il se pose un problème de droit international à l'intérieur du fonctionnement du système des Nations Unies. L'Assemblée générale des Nations Unies va solliciter à travers le secrétaire général la Cour internationale de justice pour dire le droit. C'est l'avis consultatif. Dans l'affaire du Sahara occidental, par exemple, le Maroc revendiquait la paternité, l'administration, la propriété du territoire. Il y avait bien un peuple, un espace délimité Sahara occidental. Pour les Nations Unies et un groupe d'autres États, c'était un territoire colonial comme tout autre. Et la question c'était, est-ce que quand les Espagnols arrivent, ils trouvent un territoire vierge sans maître qu'ils colonisent, ou trouvent-ils un territoire où il y a déjà une autorité quelconque, directe ou indirecte, qui serait donc le Maroc? Dans le style diplomatique qui lui est propre, la Cour a dit oui, mais. Et puis en réalité, ça veut dire qu'on n'a pas avancé. On n'a pas avancé. Donc, beaucoup de décisions sont comme ça, qui relèvent de ce qu'on appelle l'avis consultatif. Maintenant, ça, c'est dans le cadre multilatéral. Lorsqu'un débat est bloqué sur une question, ou lorsqu'il existe une certaine incompréhension qui dure à partir d'un dossier quelconque, porté à plusieurs reprises à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ou encore du Conseil. La deuxième fonctionnalité, c'est effectivement la qualité de tribunal entre les États. Et à ce moment-là, la compétence de la Cour n'est pas automatique. Elle est uniquement lorsque un État a déclaré accepter la compétence de la Cour. Or, pour respecter l'esprit du droit international, qui ne connaît pas en réalité de police entre les nations, au nom de la plénitude et de la juxtaposition de souveraineté, toutes choses bien comprises qui sont égalitaires, qui se valent, personne ne peut juger l'autre, à moins de transcender
les paliers des affaires courantes ou de la criminalité courante. Le droit international des traités a donc prévu, et ça c'est une des conséquences, ce qu'on appelle la réserve, qui n'a même pas déjà besoin d'être écrit parce que le droit des traités résulte de la Convention de Vienne de 1969 sur les traités. Mais l'esprit, c'est cet esprit qui en réalité gouverne la construction, la compétence de la Cour. Ensemble, un État peut dire « je suis d'accord avec cette instance, j'accepte de reconnaître sa compétence pour juger une affaire qui me concerne, sauf pour telle ou telle question. » La France, dans sa déclaration d'acceptation, a exclu la connaissance par la Cour des affaires concernant les essais nucléaires, puisqu'elle le fait en Polynésie. Beaucoup d'autres États ont fait la même chose sur telle ou telle question. Alors, cette Cour, en réalité, qui réunit, ou qui est composée de 9 juges, ce qu'on peut appeler la crème du droit international et de la pratique diplomatique tout court. Je ne vous apprends pas que notre compatriote, le professeur Maurice Kamto, a été candidat pour être juge à la Cour et qu'il n'y était que des agréments diplomatiques avec quelques États qui en voulaient un peu au Cameroun. Le professeur Maurice Kamto aurait fini sa carrière pratiquement juge à la Cour internationale de justice. Il en a largement, très largement des compétences. Et ce qu'il importe de retenir, c'est que cette Cour a rendu d'immenses services aux États, en dépit de la volonté des États, effectivement, de minimaliser ou de suspecter ou encore de créer des imparités dans sa compétence. Elle a joué un rôle extrêmement important. Il y a d'ailleurs un recueil des actes, dont avis consultatif et arrêt de la Cour internationale de justice. Ça a réglé, je ne vous apprends rien, vous connaissez le dossier de Bakassi. Pour que la Cour connaisse d'une affaire, d'une dispute, il faut que les États partis à la dispute, au préalable, aient fait une déclaration d'acceptation de la compétence de la Cour, et ensuite que ces États signent un accord pour soumettre leurs différends à la Cour internationale de justice. Voilà comment ça se passe et voilà ce que c'est que la CIJ, Cour internationale de justice, qui a déjà, soit dit au passage, eu beaucoup de juges africains, comme les Kebamba et ainsi de suite. Pour ça, les acteurs, c'est les États. Les acteurs, c'est les États. Attention, ce sont uniquement les États. C'est la Cour internationale de justice. C'est un tribunal. C'est une instance de plaidoirie, de travail, de sanction, d'organisation procédurière, de l'Organisation des Nations Unies. Elle sert les États membres de l'Organisation des Nations Unies.
Merci pour ce propos introductif qui nous donne de comprendre bien ce que c'est que la Cour internationale de justice. Mais ce qui nous préoccupe ce matin, c'est davantage les affaires privées internationales. Je ne sais pas si le terme existe dans le cadre dans votre domaine, mais il est question pour nous de savoir à quel moment une affaire devient internationale et qui est compétent pour se saisir de l'affaire. L'exemple d'il y a quelques jours, c'est l'affaire Riyad Salamé. Écoutez, c'est très bien dit. Je peux vous dire tout de suite que vous et moi pouvons librement, si nous avons un différend, décider de constituer une instance arbitrale de notre choix en nous mettant d'accord sur les termes de référence, les compétences, les méthodes de travail, les lois du travail, le temps de travail, les modes de rémunération, ainsi de suite, et le nom du juge. C'est ce qu'on appelle les tribunaux ad hoc. Vous avez la cour d'arbitrage de l'OHADA, qui est à Abidjan, qui résulte d'une convention entre les États, je dirais, de droit français, en réalité, qu'on a traité ou qu'on traite de temps en temps de cours de continuation française. Mais en fait, le traité OHADA, comme son nom l'indique, c'est voulu cadre d'harmonisation de toutes les pratiques en droit des affaires et par conséquent offrait donc une institution au bout de la chaîne qui pourrait examiner les litiges naissants du droit des affaires, ou de la pratique des affaires entre les États membres. Donc, en réalité, je veux en plus dire ici qu'il faut enlever un certain mysticisme dans ces tribunaux internationaux. C'est vrai, il faut avoir d'excellentes compétences juridiques, on requiert toujours des juristes de haute facture, mais simplement il faut bien comprendre ici qu'il n'y a pas de grande différence avec un tribunal courant. Si vous avez l'habitude des tribunaux, vous allez voir d'éminentes personnes, des citoyens ordinaires, qui sont en mesure de mettre tous les avocats que vous pouvez imaginer en déroute, parce qu'ils ont la maîtrise de leur dossier, ils en ont la connaissance. Et je me souviens de ce que Yves-Michel Fosso m'a dit un jour. Il a dit « Je suis mon propre conseil d'abord ». Et je vous assure, j'ai eu le temps de vérifier. C'est un génie d'une densité extraordinaire lorsqu'il s'agit de présenter un dossier, de le défendre, de le disséquer et même de sortir des arguments de droit. Donc c'est pour dire que il faut faire assez attention. Il faut partir du principe de la quête de justice entre deux parties. Et par conséquent, quand on est dans cette situation, on est bien obligé de convenir des termes de référence, si vous voulez. Ça se passera comment, qu'est-ce qu'on recherche, avec qui on va faire ça, comment est-ce qu'on va financer le travail, et ainsi de suite. Quel sera le statut qu'on va donner à la décision qui sera prise, sera-t-elle sans appel, y aura-t-il un recours éventuel? Voilà ce que cela veut dire. Et c'est pour vous dire simplement que il faut caler simplement le principe et faire une distinction nette entre ce qui relève cette fois-ci je dirais, des litiges entre les États et ce qui relève des litiges entre des personnes morales de droit privé ou l'inverse. Parce que dans la pratique internationale, il y a
énormément de litiges entre les États et les personnes morales de droit privé, ou entre les États et les personnes physiques. Il y a des litiges entre les organisations internationales. Il y a d'ailleurs un tribunal des Nations Unies qui a connaissance et gère les litiges entre les organisations internationales ou des situations créées à l'intérieur des organisations dans le cours de leur fonctionnement. Donc, il y a un tribunal des Nations Unies à cet effet. Par exemple, un litige entre un travailleur, un haut fonctionnaire de l'UNESCO ou du PAM ou de la CNUSED, ainsi de suite, de l'OIT, ne sera pas soumis à un tribunal régulier ou ordinaire. Il y a le tribunal des Nations Unies qui s'en occupe. Nous pouvons en créer. Le JCAMO Cameroun, le groupement interpatronal du Cameroun, a un tribunal arbitral. Y vont les sociétés donc, qui acceptent sa compétence, reconnaissent sa compétence, lui font confiance et puis s'organisent, signent un protocole d'accord pour lui soumettre leur litige. Le tribunal arbitral du JCAMO Cameroun a un certain nombre d'experts, de spécialistes permanents. Il peut bien évidemment requérir d'autres sur une base temporaire ou alors ad hoc, comme on dit. Voilà la réalité. Des éminences comme le professeur Paul-Gérald Pougoué, le professeur Justine Difo et beaucoup d'autres. Safak, Nanfosso, ils sont nombreux, sont référencés là-bas comme experts, techniciens du droit, spécialistes, qui bien évidemment connaissent les dossiers résultant des litiges entre les États soumis à son appréciation. Pour ça, le gouverneur de la Banque du Liban est convoqué par un juge français. Il refuse de se présenter à la convocation et on lui délivre un mandat d'arrêt international. Quelle est la compétence de ce juge? Oui, écoutez, je vais aller plus loin. Les États-Unis, à plus d'une reprise, sont allés dans un pays capturer le président pour aller le juger aux États-Unis. Oui, le cas de Noriega, du Panama, paix à son homme, il semble qu'il est décédé aujourd'hui. Il y a encore le cas de la Guyana, et ainsi de suite. Et c'est pour cela que l'espace international demeure, en ce qui concerne la sanction spécifiquement judiciaire, d'une imperfection criarde. C'est d'ailleurs pour ça que, également, on parle du droit international comme d'un droit de la puissance, comme d'un droit de convention instantanée reposant sur l'état des rapports de force à un moment donné des relations entre les États. Tout court. Alors, je parlais tantôt, lorsque j'ai évoqué le droit des réserves dans le droit international des traités, qui résulte bien évidemment de ce que les États ne se jugent pas, en principe. Il n'y a pas formellement, en dépit des dispositions de la charte du chapitre 7, relative au maintien de la paix et de la sécurité internationale de la Charte des Nations Unies, il n'y a pas en réalité des compétences pénales au sens où ça attraperait les États au cou dans le droit international moderne. Même la CPI, c'est une grosse caisse de fanfaronnade liée à l'orchestration des puissances, n'est-ce pas, qui existent. Et alors, vous me dites, sur quelle base? Simplement, on a créé dans le droit des traités, là encore, simplement par extrapolation de l'idée que l'on retrouve dans le droit interne, rien ne peut être au-dessus de la protection de l'ordre public. Pardon.
rien, aucune convention, aucun accord, aucun arrangement entre des personnes physiques ou morales ne peut être valable s'il porte atteinte à l'ordre public, à la morale publique, à l'hygiène publique, à la sécurité publique, à la sécurité de l'environnement. En réalité, aujourd'hui, on a ajouté l'environnement. Sur cette base, on a estimé que étaient définitivement hors la loi des traités qui, par essence, pouvaient donner à penser que ils organisent des choses contraires à la morale publique, à l'ordre public, ainsi de suite. On a dans le droit d'être dans la Convention de 1969 relative aux droits des traités, prévu ce qu'ils ont appelé le jus cogens, à l'article 53, en fait, qui met hors la loi, n'est-ce pas, tous les arrangements ou traités qui pourraient contrevenir à l'ordre public international. Alors, sur cette base, au fur et à mesure qu'on a évolué, on a criminalisé petit à petit un certain nombre de comportements, d'actes, à partir de postulats de maintien de l'ordre public international. L'esclavage, le racisme, la torture, ainsi de suite. Et puis, on a dit, la protection de l'ordre public, le principe même de la responsabilité du citoyen en ce qui concerne la préservation, la protection et l'encadrement de l'ordre public est un acquis qui dépose des obligations à l'endroit de tous les citoyens, sans distinction. Et vous voyez ça dans le code de procédure pénale. Je change. Le nouveau code de procédure pénale camerounais qui parle de la clameur populaire. C'est-à-dire que chacun de nous est tenu de prêter main forte à quelqu'un d'autre ou aux forces de sécurité de les assister pour l'accompagner, pour l'aider à gérer une situation d'ordre public. Une situation qui, manifestement, contrevient à l'ordre public, met en danger la sécurité des personnes et des biens. On a crié aux voleurs. Et c'est là, à ce moment-là, que l'on trouve une transposition malicieuse dans le droit international moderne et la pratique diplomatique. On a donc développé ce qu'on appelle la compétence universelle. À ne pas confondre, bien évidemment, avec ce que Sanda Tomé fait, médiateur universel, tout à fait autre chose. Mais en somme, ça veut dire simplement que on s'arroge le droit sans aucune autre consultation ni référence à quelques dispositions conventionnelles d'où que ça vienne ou quoi que ça dise. Le droit de connaître des affaires, des crimes avérés, des affaires qui manifestement contreviennent à la morale publique internationale. Ça, c'est un premier cas. Et au nom de cela, les grands pays, poursuivant dans une logique qui en réalité fait problème aujourd'hui, puisqu'en fait, ça découle de leur arrogance, de la liberté, de la latitude que ces grands pays s'octroient de dicter la morale internationale, d'en déterminer le contenu, la substance, la portée, les implications et les conséquences. Et c'est pour cela qu'on dit toute la pensée de la coexistence entre les nations et le droit référentiel qui gouverne les rapports entre les nations est à revoir.
toute la dimension, toute l'armature, la carcasse de ce qu'on vient d'appeler droits de l'homme et liberté fondamentale n'est que la reproduction, la traduction, la transposition, la projection dans toutes les cultures, en les universalisant, des mœurs de l'Occident. Ce que Poutine appelle la déification des valeurs occidentales pour écraser le reste de l'humanité. Et de Paris, on dit, nous avons le droit d'aller attraper qui on veut où il veut, parce que nous estimons qu'il a violé tel ou tel droit, qui relève de la morale internationale, de la morale publique, de la protection des droits fondamentaux des libertés reconnus par les conventions internationales. Mais, il y a un mais. Le mais recoupe deux situations. La première, c'est la compétence automatique des États pour connaître des questions ou des situations ayant un lien avec leurs intérêts, où que ça se produise. Fondamental. Un individu en Suède ou en Belgique a cassé la vitre de l'ambassade du Cameroun. Nous décidons, ce monsieur répondra devant les tribunaux camerounais, à défaut de répondre devant les tribunaux belges. Et même si c'est le cas, il sera traduit devant le tribunal camerounais. Nous ouvrons une procédure contre lui au Cameroun. Il peut se trouver qu'un investissement important de la France réalisé au Liban a été spolié par un Libanais. Et la France dit, nous, on ouvre une procédure contre lui à Paris. Même si les citoyens libanais, nous allons procéder de deux manières. Dans un premier temps, délivrer une convocation à son nom que nous remettons à l'ambassade du Liban. Dans un deuxième temps, qu'il vienne ou pas, nous allons le juger en son absence, le condamner et travailler pour obtenir son extradition. Et pour qu'on obtienne son extradition, il faut qu'il y ait un accord d'extradition entre le Liban et la France. Professeur, est-ce que Vous connaissez l'affaire Cardance, l'ancien patron de Renault et de Nissan, qui est recherché au Japon, oui, mais qui ne peut pas être extradé parce qu'il n'y a pas de convention d'extradition entre le Japon et le Liban, et que le Liban, par définition, n'extrade pas ses nationaux. Professeur, est-ce que le Liban peut casser la décision, même si la France l'avait prise? Ah mais écoutez, en la matière, les États sont libres d'apprécier la compétence d'un autre État sur une affaire quelconque, dans une situation précise ou dans un contexte quelconque. Et donner à leur assentiment, à leur volonté, toutes sortes de variations qui leur est propre, au nom de la discrétion qu'implique l'interprétation de leur souveraineté, au nom de l'orientation et qu'ils donnent à leurs intérêts nationaux. Le Liban peut dire, on s'en fout, on ne connaît pas de cette histoire de tribunaux français. La France n'a aucun droit de juger un citoyen libanais et un haut responsable libanais, sauf à démontrer que d'une manière ou d'une autre, il a un lien de sang ou de sol avec la France, par le mariage, par la naissance
ou un lien opportuniste, pas une activité professionnelle, économique ou financière quelconque. Prof, dans le cas présent, le cas présent, il semble qu'il a une nationalité française. Est-ce que ça change quelque chose? Ça change complètement. Ah, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Oui. Le lien de sang ou de sol, ou un lien opportuniste dont des situations construites ou acquises volontairement ou involontairement. Ça change complètement la donne. S'il a un lien de cette nature, la France est qualifiée pour dire nous allons le juger, nous allons lui appliquer tout le corps des sanctions du système judiciaire français parce que c'est un de nos nationaux. Mais simplement, une fois de plus, et au nom de la relativité du droit de la nationalité, qui procède d'un subjectivisme juridique, matériel et dialectique puissant, les États demeurent libres de déterminer, quels que soient les attributs, quelles que soient les conditionnalités attachées à l'acquisition ou à la consécration d'une nationalité, les États demeurent ainsi dit libres d'apprécier négativement ou positivement, sauf à démontrer qu'effectivement vous êtes de père et de mère camerounais, le gouvernement camerounais peut estimer qu'à un moment donné, au nom de ces critères d'appréciation et d'évaluation, vous n'êtes pas camerounais. Que vous le soyez donc de manière automatique par la naissance, par le sol, par le sang, vos parents sont camerounais, nés au Cameroun, ayant vécu au Cameroun, vous-même vous êtes né au Cameroun, vivez même au Cameroun. L'État camerounais peut estimer à un moment donné que votre comportement vous enlève la latitude, la disponibilité intellectuelle, affective et morale de revendiquer la citoyenneté camerounaise. Vous ne vous êtes pas comporté de manière à montrer que vous êtes attaché à la défense des intérêts du Cameroun, que l'identité camerounaise, l'anthropologie qui enveloppe, enroule, construit, consacre et sacre les éléments de la nationalité camerounaise, vous échappe dorénavant. Vous êtes complètement en travers. Monsieur, on vous a vu dans une manifestation où vous portiez le drapeau d'un pays étranger qui est en guerre contre le Cameroun. Vous avez de vous-même décidé de vous enrôler dans un pays qui est inamical vis-à-vis du Cameroun. Vous avez, dans un contexte où il était important de travailler pour le Cameroun, refusé de le faire. Vous avez contribué à l'assassinat d'un Camerounais quelque part à l'étranger. Vous avez insulté le président du Cameroun et les institutions du Cameroun dans des conditions et en des termes qui ne permettent plus que l'on vous reconnaisse la qualité de Camerounais, le statut de Camerounais. Pas le droit d'être Camerounais, mais la disposition morale, affective et psychologique de la camerounité. C'est cela.
L'intéressé a beau être français, le Liban peut dire, c'est vous qui le dites. Peut-être qu'il a épousé une Française, peut-être qu'il a pris des intérêts majoritaires dans une entreprise publique française ou dans une entreprise privée mais stratégique française comme Dassault dans l'armement. Mais nous savons qu'il est libanais. Le reste, ça ne nous intéresse pas. Et nous pouvons aller plus loin. Il est président de la Banque centrale du Liban. Il a occupé de très hautes fonctions au Liban. Il est dépositaire de secrets importants qui concourent à l'expression, à la manifestation des intérêts nationaux du Liban. Il s'agit par exemple d'un ingénieur d'une grande industrie d'armement. Vous nous dites qu'il est français, nous on dit non, il est libanais. Il y a à la fois relativisation, contestation et rejet en définitive lorsque ça arrange les États. Mais il y a normalisation, consécration et validation lorsqu'à un moment donné, on peut estimer que les intérêts en jeu concourent à satisfaire une exigence de l'opinion publique. Affaire Bettencourt, colombienne ou française, voilà la réalité. Leader politique en Colombie, candidate à la présidence de Colombie. Femme d'affaires en France. Femme d'affaires en France. Et on dit la franco-colombienne. Et la France s'est battue pour son extradition, pendant que pour sa protection et son arrivée en France, sa libération, en y mettant les moyens de l'État français, en déclarant travailler pour la libération d'une Française, pendant qu'en Colombie, on estimait qu'elle était une petite reine de la nation, qu'elle était colombienne, qu'elle était leader d'opinion et qu'elle était un espoir du peuple colombien. Quels sont les intérêts qui étaient en jeu? En fait, d'un point de vue diplomatique, pour la France, c'était important dans sa stratégie latino-américaine, et d'un point de vue de politique interne. Les politiciens français ont utilisé Bettencourt pour se donner la bonne conscience et gagner l'opinion publique française. Heuristiquement, c'est très intéressant. Je voudrais revenir sur le cas que vous avez exposé précédemment. Le cas justement où le Cameroun enlèverait la nationalité à un individu. Est-ce que dans le cadre du droit international, est-ce qu'il existe des individus apatrides? Est-ce que c'est possible? D'abord, l'apatridie, dans le droit international, est un état de fait. C'est un statut. D'ailleurs, le Haut Commissariat des Nations Unies a été créé aussi pour cela. Il connaît, le Haut Commissariat, des situations d'apatridie. Mais dans la formulation et la projection de l'individu dans le droit international, d'un point de vue fonctionnel, on parle de citoyens du monde. L'apatridie est écartée sur le plan fonctionnel parce que à ces personnes, on confère un statut international avec tous les documents, les avantages, les privilèges qui sont ceux d'un national.
Ils sont d'ailleurs dans une situation beaucoup plus appréciable parce que ces personnes, elles, sont protégées, elles voyagent avec des sauf-conduits délivrés par les Nations Unies. Et pourquoi ça s'est produit? Ça s'est produit parce que dans beaucoup de situations, des individus, consciemment ou inconsciemment, volontairement ou involontairement, finissent par rejeter leur propre pays. Elles peuvent le faire de manière opportuniste, dans l'intention de jouir des avantages, des gains, des privilèges que confère une situation de pestiférer en principe par son pays. Et puis après, il s'est produit un drame. L'apatridie a beaucoup de limites. Les Nations Unies ont travaillé et continuent à travailler avec le HCR, directement ou indirectement, à diminuer le nombre d'apatrides dans le monde. En fait, à y mettre fin. Vous avez des situations entières où des régions dans un pays ont décidé d'elles-mêmes qu'elles ne reconnaissaient plus la souveraineté ou la tutelle de tel ou tel État, et qu'à partir de là, ces nationaux n'acceptaient pas des passeports de tel ou tel pays. J'ai été approché par des Ukrainiennes qui se disaient porteuses des anciens passeports de l'ex-république Union des républiques socialistes soviétiques, et ces passeports étaient périmés. Le seul moyen maintenant, c'était d'avoir des passeports russes, et elles ne voulaient plus de passeports russes parce qu'elles sont ukrainiennes. Elles se trouvaient dans l'ambivalence, et pour obtenir des passeports des pays qui soutiennent l'Ukraine, il faut beaucoup d'enquêtes, on ne sait pas si c'est des espions russes, et ainsi de suite. Donc, elles se retrouvent dans cette espèce de flottaison. Donc, beaucoup d'Africains se sont mis dans cette situation, dans la situation d'apatridie, mais en fait, comme je vous le dis, qui est un état de fait purement opportuniste, puisque la détermination de la nationalité des individus et de leurs origines se fait par le sang et par le sol. Il est clair que si vous êtes noir de peau foncée comme la mienne, que vous soyez vice-présidente de Colombie, comme c'est le cas en ce moment, c'est une noire, elle est d'origine africaine, ou que vous soyez Premier ministre de la Grande-Bretagne, c'est un Indien, c'est visible que c'est un Indien, n'est-ce pas? Ou que vous soyez ministre en Allemagne ou en Italie, où on a des ministres africains, on l'a aussi eu en France. Il y a des éléments à la fois physiques et anthropologiques qui permettent que l'on vous situe dans une aire géographique. Lorsque les liens de sang et de sol ne sont pas automatiques, ces éléments anthropologiques, physiques et visuels facilitent très rapidement que l'on parle d'une apatridie de circonstances, une apatridie opportuniste, parce qu'en réalité, on sait qu'on peut vous fixer quelque part et il reviendra maintenant aux recherches de déterminer pourquoi est-ce que vous déclarez que vous n'êtes d'aucune nationalité. Écoutez, je suis parti de mon pays à un moment donné, j'ai choisi de partir, de régner ma nationalité, ainsi de suite. Professeur, vous êtes propriétaire d'un immeuble à Paris, Ouais. et un jour, le parquet national financier français estime que c'est du blanchiment au nom de quoi? Je parle du cas du fils Obiang. Ben, attendez, d'abord, objectivement, il faut qu'on s'entende aujourd'hui. Les Africains sont très en retard. Vous savez, ce qui m'a beaucoup marqué dans mes études de droit international, c'est le cap de la saturation. À un moment donné, j'ai commencé à lire le droit international à l'envers pour bien comprendre ce que c'était. Que c'était un droit de conquête, un droit de soumission,
une institution carrément de colonisation et d'impérialisme. Vous savez, il a été démontré que la plupart des grandes fortunes qui ont fait la révolution industrielle en Occident résultaient des pillages des colonies, de la traite des personnes, de l'esclavage, du vol d'activités illicites, dangereuses, criminelles. Nous n'avons pas encore posé ce problème. Nous sommes rendus à une étape où l'Occident s'est improvisé maître de toutes les forges du monde, décide qui a volé, décide qu'est-ce qui est argent sale, décide où est-ce qu'on va juger, décide de tout. On peut aller plus loin, vous parlez de l'affaire Obiang. Mais au nom de quoi? Est-ce que la Belgique, le Japon, je lisais encore ce matin, les États-Unis, la France, peuvent s'arroger le droit de confisquer les avoirs des citoyens russes? Oui. Sur quelle base? Au nom de la guerre, mais l'Occident a fait le plus grand nombre de guerres, causé le plus grand nombre de torts et de préjudices au reste du monde. Et comme dit Césaire, l'Occident est responsable du plus haut tas de cadavres de l'humanité. Oui. Alors, je suis d'accord. Si vous voulez policer la démocratie et la gouvernance à travers le monde, c'est très bien. Mais qui examine finalement la composition et l'origine des fortunes qui animent les grandes places financières, les bourses de Londres, de Paris, de Berlin, de Zurich, de Stockholm, de Canberra? Qui? Mais au nom de quoi? Les biens mal acquis, je suis d'accord. Mais est-ce que ce sont vos biens? C'est des biens français? C'est des biens américains? Qu'en est-il des biens pillés à travers le monde et reconstitués dans le capital des grandes multinationales? Nous avons fait des tribunaux pour ça en Afrique. Il faut peut-être les faire. Peut-être qu'il faut commencer à les faire. Alors, j'entends des Africains applaudir. Ah, les biens mal acquis de Sassou Nguesso, de la famille d'un tel chef d'État en Europe. Mais c'est une bêtise. Nous nous réinstallons dans une recolonisation complète, encore plus grave. Ce qui les conduit à vous juger un jour pour le nombre d'enfants que vous avez. Oui, bien sûr. Parce que l'Europe n'en veut pas. Oui. Ou à vous juger pour la coloration de la sauce de taro. Non. Vous avez mis trop d'huile, on va vous juger à Paris. Ils ne veulent pas de la polygamie, vous n'avez pas le droit. Non, on va vous juger. Nous n'avons pas de tribunaux contre l'homosexualité. Ouais. Nous commençons simplement à poser le problème de ces valeurs-là par rapport aux nôtres. C'est une grosse cacophonie. Et, en fait, vous savez, le monde change, heureusement. On dit, c'est dans l'instrumentalisation que fait le voleur ou le criminel de ces procédés d'opération que vous puisez l'essentiel pour le condamner et pour l'éliminer. Il ne faut pas aller chercher très loin la source des problèmes. Vous ne plaisez plus à l'Occident,
l'Occident décrétera que vous êtes un danger pour votre peuple et que les dépenses que vous faites à travers le monde sont de l'argent volé, c'est de l'argent volé. Mais nous ne contrôlons pas le nombre de fois que le président français ou américain utilise à des fins privées les services officiels. C'est un détournement des deniers publics. Et si on se resitue dans la philosophie d'un ordre public international qui sanctionne les dérives susceptibles d'être considérées comme une atteinte à la fortune publique, à l'ordre public, au bien public et à la sécurité publique, il faudrait que les Africains commencent à se déclarer aptes à jouir d'une compétence universelle pour connaître des actes illégaux, irréfléchis, inadéquats des dirigeants occidentaux. En fait, vous posez un problème extrêmement important. Pourquoi, par définition, vous acceptez déjà que des étrangers ouvrent des comptes chez vous? Une fois qu'on est dans la logique d'un monde ouvert, d'un commerce international libre, on a posé le principe de la fluidité des biens matériels et immatériels. Dès lors, nous parlons du socle global de l'économie mondiale, du patrimoine mondial. On ne parle plus de leurs origines. Poser le problème de l'origine des biens, c'est poser fondamentalement le problème d'une morale internationale sectaire. À partir de quel moment, de quelle conditionnalité, de quels critères spécifiques peut-on déterminer qu'un bien est mal acquis? Par rapport à quoi? À quoi? Par rapport à qui? Surtout que vous n'avez rien pour vérifier la source. Absolument. Est-ce qu'il s'agit de biens qui sortent du patrimoine de la France ou des États-Unis? Est-ce qu'il s'agit de la caisse d'une tontine que quelqu'un aurait emportée? Non. Il y a un gros problème. C'est celui de la tentative de la perpétuation du colonialisme et de l'impérialisme et d'une gouvernance mondiale axée ou construite sur une pensée unique. Professeur, est-ce qu'on peut soupçonner, ce sera la dernière question de notre échange, est-ce qu'on peut soupçonner que ce soit la volonté pour ces États d'empêcher d'avoir des concurrents économiques sérieux sur leur sol? Oui et non. Oui, parce que si on parle de la composition de l'actionnariat de certaines grandes firmes, on l'a vu à Londres avec, à partir de 1973, lorsque le baril du pétrole est passé de $3 et a affolé $40, et que du coup les monarchies pétrolières du Golfe n'ont plus su quoi faire avec des liquidités, ben, elles ont acheté tout Londres, tout l'immobilier, elles ont pris des parts dans les sociétés stratégiques. L'Occident s'est réveillé un matin et les Koweïtis, les Émiratis, les Saoudiens étaient déjà maîtres de la place de Londres, dans tous les sens du terme. Maintenant, non, parce qu'en réalité, il demeure cette espèce de plénitude de compétences internes des États. N'oubliez jamais, le droit des nationalisations est un droit totalitaire, si vous voulez. C'est la latitude, en fait, pour l'État de dire, bon, jusqu'ici, on a été élégant, on a accepté ces affaires de commerce international, libre concurrence, nous, on n'est plus dedans, on refuse. Vous savez, pendant la crise hypothécaire de 2008, on a compris qui étaient les États-Unis, en fait. Et c'est sous la présidence Obama. Si le gouvernement américain n'intervenait pas vite pour mettre fin à la loi du marché, tout le système bancaire américain s'effondrait. Lehman Brothers était fini complètement. Les États-Unis ont
arrêté tout ça, sont entrés dans le jeu, le gouvernement américain est entré dans le jeu, on a renfloué et tout, parce que dans le même temps, tout s'effondrait en Europe. Même la Deutsche Bank était entrée en piteux état. Et il suffit de réfléchir une seule fois pour comprendre qu'en réalité, c'était un jeu de dupes, si vous voulez. Et pensez aux grandes affaires comme Madoff. Madoff, en fait, on parle de Madoff seulement à la fin, mais Madoff, le principe de Madoff était quelque chose qui correspond exactement à la ligne de conduite du système capitaliste. Nous avons ce problème ici, en ce moment. Vous savez, on a beaucoup d'individus qui parcourent l'Afrique avec une petite mallette et disent nous sommes une institution financière, nous avons beaucoup de milliards placés. Alors en fait, ce qu'on veut, et ils viennent se greffer sur vous, vous signez une petite convention et ils n'ont rien, mais vous leur donnez ce qu'on appelle la garantie souveraine d'un État. C'est-à-dire la garantie souveraine d'un État, tout ce que le Cameroun compte comme devise, comme capacité économique à un moment donné, est placé dans une affaire louche, inutile, qu'un individu est venu vous vendre sur papier. Qu'est-ce qu'il fait? Il se reprojecte à l'étranger, dans une espèce de roulotte russe, d'un bout à l'autre, d'un bout à l'autre. Au bout là-bas, il encaisse beaucoup d'argent. Regardez, connaissez bien le Cameroun. Ils ont du pétrole, ils ont de l'or, ils ont le diamant, ils ont le bois. Regardez. J'ai la garantie du gouvernement camerounais, donc vous pouvez faire affaire avec moi. Il est venu avec rien, avec une mallette. Il vous a vendu du rêve. Vous lui avez donné en conséquence la caution qu'il quelque chose qui existe. Oui. Il va aller voir un autre individu, tu me donnes quelque chose, je te mets dans mon affaire au fur et à mesure. On a quelques institutions universitaires au Cameroun privées en ce moment qui vivent ce drame. Il ne faut pas les citer, mais elles se reconnaissent. Y compris même d'autres entreprises qui sont exposées à ce genre de voyous. C'est tous les jours, on appelle un OMU, Memorandum of Understanding. Hein, on a dit, en fait, c'est un protocole d'accord informel dans un premier temps qui devient formel de ce qu'on va faire ceci. Vous nous offrez la garantie que, en fait, nous on apportera l'argent, on est sûr pour financer les projets, mais votre pays nous donne une caution. Elle se porte garante de ce que on va apporter notre argent et si on a des problèmes, c'est le pays qui est responsable. Je vous dis, au moment où je vous parle, je connais des institutions qui sont dans cette bêtise. Parce que généralement, ces individus arrivent, c'est des gros aventuriers, ils ont tous des comparses ou des complexes avec sur lesquels ils reposent. On a beaucoup vécu ça en 84 quand le président Paul Biya est arrivé au pouvoir. C'est à partir des 90 qu'on a arrêté la saignée. Chacun venait avec sa petite mallette, on disait c'était un régime très libéral, très ouvert. Ils sont tous venus avec des mallettes, on a signé des OMU gauche à droite, sont repartis. Et beaucoup sont devenus, se sont enrichis avec la caution du Cameroun à l'étranger. Bon, on a annulé au fur et à mesure. Alors quand ça se passe pour une institution privée, c'est beaucoup plus grave. Comprenez? Parce que vous n'avez pas assez de ressources. Vous avez très souvent un ou deux individus à l'intérieur de l'institution qui se rendent complices d'une manière ou d'une autre. Et on fait venir 2, 3 individus qui ont un nom. Ils sont souvent bons, ils ont des sites internet et tout, vous pouvez vérifier. Vous les logez dans des grands hôtels, vous les nourrissez et tout. Ils génèrent des frais qu'on partage avec les complices locaux. Les projets ne sortiront jamais de sous terre. Mais eux, ils repartiront avec... Alors, ils sont très forts. Ils organisent des rencontres. Vous trouverez encore même dans le gouvernement des comparses qui jouent à ce jeu sans que, officiellement, l'État camerounais, par la plus haute personnalité qui la représente, la plus haute autorité, en soit informée. Parce que dans le principe, la garantie souveraine de l'État
Attention, c'est comptabilisé dans la caisse autonome d'amortissement, dans les dettes du pays. La garantie souveraine de l'État ne s'offre pas sans la sanction de la présidence de la République. On dit du chef de l'État, en réalité. Parce que c'est un procédé du droit international. Et c'est comme conférer une ratification d'un traité. Or, en droit international, la ratification est l'acte par lequel la plus haute autorité de l'exécutif donne son consentement, se livre pour exprimer l'accord, pour exprimer la participation, pour exprimer la qualité, le statut de partie à un instrument international. Alors, vous dites, on fait comment dans ce genre de cas? Eh bien, une fois qu'on s'est rendu compte, on détruit, c'est tout. Mais ça fait trop de mal aux pays pauvres, parce que à cause de la cupidité, de la corruption, même dans les petites institutions privées, vous trouvez des individus qui jouent à ce jeu, qui s'en mettent plein les poches avec des comparses étrangers. Ces comparses disparaissent. J'étais directeur de la coopération économique et technique du Cameroun, je sais de quoi je parle. J'ai géré les institutions spécialisées au ministère des Affaires étrangères, je sais de quoi je parle. Nous avons été confrontés à ces situations 1001 fois, et aujourd'hui, dans l'arbitrage que je fais, des contentieux des investissements internationaux, je vois encore ça intervenir beaucoup. J'ai beaucoup de dossiers dans lesquels des États se plaignent contre des individus qui aujourd'hui ont disparu et qui ont pu obtenir par des voies sinueuses des documents exprimant la garantie souveraine de l'État. Attention, c'est extrêmement grave. L'Angola vit cette situation en ce moment avec la famille de Dos Santos. Il est montré que beaucoup de membres de cette famille, en réalité, avaient obtenu pour des partenaires la garantie souveraine de l'État angolais, et sans l'assentiment de l'État en tant qu'État. Et ça, c'est un gros problème. Nous avons beaucoup de chemin. Lorsque l'on parle de réforme, en fait, on ne parle même plus aujourd'hui de réforme, on parle de refonte. Et certains vont plus loin. Il ne s'agit pas de refonte, de la réinvention, même pas de réinvention, de la création, enfin, de normes. Internationales. De normes susceptibles de gouverner dans l'équitabilité, la raisonnabilité, l'honnêteté, la transparence et le bénéfice mutuel des relations entre les États-nations. Merci infiniment, professeur, pour la belle conclusion. Chers téléspectateurs, le monde, c'est un jeu de dupes. Nous l'avons suivi. Battons-nous pour travailler dur et rentrer dans ce jeu pour en être victorieux. Merci, à très bientôt sur Africa TV. Merci, prof. Je vous en prie. Plaisir pour moi.